Bonjour et bienvenue dans Vrai ou Fake. Alors aujourd'hui une émission un peu particulière parce qu'on reçoit Jacques Attali. Jacques Attali est un peu malade. Bienvenue beaucoup sur notre... C'est juste un rhume qui se termine. C'est juste un petit rhume qui se termine, donc bienvenue sur notre plateau. Alors Jacques Attali, j'ai envie de dire pas facile de vous décrire. Vous avez eu 1000 vies, vous avez écrit je crois 80 livres, publié des milliers de chroniques dans les journaux. Vous avez évidemment conseillé François Mitterrand à l'époque et je crois d'ailleurs que vous vous définissez encore comme un socialiste, encore aujourd'hui. Je me définis comme un homme libre, mais de gauche. D'accord. Voilà. Et comment vous vous définiriez? Est-ce que vous êtes essayiste, conseiller de l'ombre? J'ai horreur des définitions qui me réduiraient ou qui réduiraient chacun d'entre vous. Vous êtes beaucoup plus que le présentateur ou l'organisateur d'une émission. Non, mais moi je suis journaliste. Voilà. Moi je ne suis pas qu'une seule chose. C'est peut-être une des raisons qui fait que les gens s'énervent. C'est-à-dire que, au départ, ma vocation était d'être un essayiste. C'est ça que je voulais être. D'ailleurs, j'ai commencé par écrire des essais. Puis ensuite, j'étais en situation de rencontrer un homme politique qui m'a plu et j'ai eu envie de le conseiller. François Mitterrand. J'ai eu cette chance, donc j'ai pu être dans l'action, j'ai continué dans l'action en même temps. Et je n'ai jamais voulu franchir ni le Rubicon qui consistait à n'être que d'un intellectuel pur, dégagé du pouvoir, ou qu'un homme politique dégagé de l'action, dégagé de la réflexion. Donc j'ai toujours voulu faire les deux. Et j'ai continué en élargissant autant que possible ma palette. J'écris des essais, des romans, des biographies. Je dirige des orchestres. Et vous dirigez des orchestres. Alors c'est peut-être ce rôle un peu particulier en France que vous avez qui vous attire autant de problèmes parce que bon voilà, dans Vrai ou Fake, notre spécialité nous c'est la lutte contre les intox, c'est la lutte contre le complotisme et c'est évidemment de ça qu'on va parler ensemble, Jacques Attali, parce que vous êtes en France, on peut dire peut-être la cible privilégiée des complotistes. Vous êtes au centre d'énormément de fantasmes. Et pour vous le montrer, je vais simplement lire quelques messages que j'ai trouvés sur Internet. Je précise que c'est des messages vraiment trouvés au hasard, qui sont tous très récents et malheureusement tous très glaçants. Donc ici, par exemple, un internaute qui s'exclame « Jacques Attali, l'ombre derrière le gouvernement ». Et donc sur l'image qui est associée à ce tweet, il y a une fausse citation de vous, il y en a beaucoup qui circulent. « La sélection des idiots se fera toute seule, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir ». Voilà, je continue avec un autre internaute, donc là, lui qui enrage et qui nous dit « Macron n'est qu'une merde de marionnettes interchangeables, c'est le marionnettiste qu'il faut dézinguer, Attali, McKinsey, et l'horreur qui se cache derrière ». Allez, je fais un dernier pour la route. Ici, un internaute qui fait référence, je crois, à un ouvrage que vous avez écrit en 1998, et il nous dit « Dictionnaire du 21e siècle, Attali, tout est écrit, le faux Covid, l'injection expérimentale qui stérilise les humains, dont des millions de femmes. » Donc là, on le voit, il y a des gens qui, sur Internet, considèrent que vous êtes une espèce de grand manipulateur, vous êtes un peu presque le mal absolu. Comment vous pouvez expliquer qu'on vous cible à ce point, Jacques Attali? Oui, il y a une accumulation de tas de choses. Le fait que j'ai été associé au pouvoir, le fait que j'ai écrit beaucoup de livres, de prospectives, donc le fait que le hasard de la vie m'a fait connaître et approcher de près les présidents de la République successifs, le fait que je suis présent et traduit dans le monde entier, ça donne cela. Le fait aussi que c'est facile de détourner une citation. Soit on vous fait dire comme quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous avez dénoncé. Et ça m'arrive depuis... Donc en fait, vous faites de la prospective. Vous dites, voici le monde que j'imagine pour demain, mais les gens dans leur tête se disent, ça c'est le monde qu'il est en train d'organiser avec ses copains puissants. C'est le monde que je crains pour demain, souvent. C'est presque tout le temps ça. J'ai une passion pour la science-fiction, mais la science-fiction, depuis longtemps, a été pour moi un moyen d'imaginer le pire et le meilleur. Et puis il y a eu, d'abord, l'usage des fausses citations. Des citations au premier degré, c'est-à-dire on transforme quelque chose que j'ai dit comme une critique ou une inquiétude pour en faire quelque chose que je souhaite. La première chose qui m'est arrivée de ce genre, c'est quand on m'a... Par exemple, il est possible qu'une pandémie arrive et on en déduit que vous avez planifié la pandémie, voilà. Concrètement. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau où une citation où je dis voilà ce que je crains devient ce que je souhaite. C'est ce qu'on a fait avec depuis très longtemps, avec les accusations d'être favorable à l'assassinat de toutes les personnes depuis 65 ans. On va en parler après dans l'émission, ça. Et puis, plus récemment, alors, comme vous l'avez cité tout à l'heure, des gens qui inventent des textes de moi. Soit de façon sommaire, en me citant des trucs qui n'existent pas, soit même en allant plus loin et en imaginant ou recopiant des fausses pages de livres avec un numéro de page. Dans le dictionnaire du 21e siècle, ou dans 15 autres de mes livres, on a des citations de moi horribles,
qui sont totalement imaginaires, mais comme c'est cité avec la photographie d'une page de livre, avec un numéro de page, les gens ne vont pas vérifier, ils croient que c'est vrai. Et c'est naturellement pas vrai. Alors, ce qu'on va faire dans toute cette émission, c'est qu'on va essayer d'égrener un peu toutes ces théories du complot qui vous ciblent. Nous, ça nous intéresse parce que vous êtes vraiment, encore une fois, l'une des personnes les plus ciblées. Et une théorie qui revient très régulièrement, c'est sur le nouvel ordre mondial. Alors, un nouvel ordre mondial, évidemment, dans lequel Jacques Attali, vous jouez un rôle de grand manipulateur, comme d'habitude. On va regarder ton sujet et on en parle après. Nouvel ordre mondial. 3 mots pour désigner un plan secret de domination du monde que certains internautes sont persuadés d'avoir démasqué. Le nouvel ordre mondial veut tout détruire. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, c'est difficile de le préciser, car cette expression fait référence à des projets très différents. On trouve pêle-mêle l'idée que les juifs, les francs-maçons ou encore les élites conspirent pour diriger le monde. Leurs objectifs cachés : enlever les enfants, abolir les frontières, voire même donner les pleins pouvoirs aux banques. Pour appuyer ces élucubrations, de nombreux internautes citent des hommes politiques ayant utilisé cette expression. Mais à chaque fois, le sens de leurs propos n'a rien à voir. Premier exemple, George Bush père, en 1990, après la chute du mur de Berlin, affirme ceci. Nous avons une vraie chance avec ce nouvel ordre mondial. Mais il fait référence à un nouvel équilibre géopolitique qui ne repose plus sur une division entre l'Est et l'Ouest. En 2009, Nicolas Sarkozy aussi utilise cette expression. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Mais l'ancien président appelle simplement de ses vœux une réforme du capitalisme après la crise bancaire de 2008. À aucun moment, il n'est donc fait référence à un plan secret de domination mondiale. Mais cela n'empêche pas certains internautes de réutiliser cette expression pour prédire une supposée fin de nos libertés au profit d'une élite mondialisée. Bon, alors si on a fait ce sujet, c'est pas un hasard, c'est parce que vous, Jacques Attali, vous êtes très souvent associé à cette théorie du nouvel ordre mondial. Et dans votre cas, en fait, il y a une précision supplémentaire à chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est que selon vous, ce nouvel ordre mondial devrait avoir pour capitale Jérusalem. Alors d'où ça vient cette idée ? En fait, ça vient d'une interview que vous avez donnée avec des solutions pour l'avenir de Jérusalem. On l'écoute. Un des scénarios, c'est deux villes de capitale, 2 États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Voilà, donc c'est ces mots que vous avez prononcés, gouvernement mondial. Est-ce que vous comprenez le lien que peuvent faire des internautes entre ces propos ? D'abord, il y a toujours l'idée que quelqu'un est manipulateur parce que ça simplifie les choses. S'il y a un manipulateur, tout devient simple. Il y a toujours l'idée aussi qu'une cause unique, c'est vraiment essentiel. Ça simplifie. Et d'ailleurs, c'est la fonction du monothéisme que de définir une cause unique qui est Dieu, à laquelle on renvoie tout, ou la science qui cherche une cause unique, et le complotisme qui est tout à fait, à mon sens, légitime, parce qu'il faut toujours chercher s'il n'y a pas quelque chose de caché. Et légitime, il est légitime jusqu'au moment où il rencontre le mur du mensonge. Vous voulez dire que la logique de la religion est la même finalement que la logique des complotistes. On cherche une cause unique et à partir de cette cause unique, on explique tout. Et que la logique de la science. Aujourd'hui, dans la science, qui est fascinante, dans la physique, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à unifier les forces fondamentales et on n'y arrive pas. La théorie des cordes est l'ultime tentative récente, qui est passionnante, mais on n'arrive toujours pas à trouver la cause unique qui réunirait les formes électromagnétiques et les autres forces nucléaires et autres. Donc, cette recherche d'une cause unique est toujours là. La recherche d'un responsable unique, ça simplifie aussi beaucoup les choses. Sur Jérusalem, en fait, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est vrai que j'ai dit ça et je le regrette pas. En réalité, dans un de mes livres qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir, j'avais raconté l'histoire de l'humanité, en observant d'ailleurs des travaux de Fernand Braudel et de quelques autres, en racontant les villes qui avaient dominé le monde. Et j'avais constaté que les villes qui avaient dominé le monde étaient successivement, depuis le XIe siècle, Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York, puis Los Angeles, et que ça allait basculer du côté du Pacifique, vraisemblablement. Et ça m'amusait de dire, peut-être qu'un jour, si on arrive à l'ordre harmonieux que j'appelle l'hyperdémocratie, une démocratie planétaire, avec non pas un gouvernement mondial, mais un état de droit planétaire unique, avec des règles communes, en particulier sur le contrôle des pandémies, le contrôle du climat, toutes choses pour lesquelles il y aura des règles globales. D'ailleurs, j'ai écrit un livre entier qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde ?» là-dessus. Ça m'amusait de dire que
quand on regarde la succession des villes, ça revient vers le Moyen-Orient, où tout a commencé en Mésopotamie quelques 5000 ans avant. Et j'ai dit, en effet, qu'on pourrait imaginer que Jérusalem, devenant une ville extérieure aux États, n'appartenant ni aux Palestiniens ni aux Israéliens, pourrait être une sorte de capitale morale et non pas de gouvernement mondial. Alors, ça a été caricaturé, les Juifs veulent gouverner le monde depuis une capitale. Oui, parce que c'est pas étonnant que du coup les gens se saisissent de ça, voilà. Parce que vous êtes juif, Jacques Attali. Je ne suis pas franc-maçon, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Mais je n'ai jamais été franc-maçon, contrairement. Non, je dis ça en passant. Mais pas franc-maçon. Merci de le préciser. Mais du coup, forcément, quelqu'un de juif qui dit qu'il faudrait une capitale mondiale à Jérusalem. Non, sur les réseaux... dit qu'il faut que ce serait... C'est poétiquement intéressant de voir que ça a circulé vers cette direction-là, et non pas une capitale en termes de gouvernement, une capitale morale qui serait sortie utopiquement des conflits de nations, n'appartenant plus à une nation, mais en étant un lieu... C'est beaucoup de subtilité, voilà. C'est attendre beaucoup de subtilité des gens qui ont compris cette citation. Alors là, on parle des réseaux sociaux, de tout ce qui est mal interprété, mais finalement, ça a un impact bien au-delà des réseaux sociaux. Il y a une fresque qui est sortie sur un mur à Avignon, il n'y a pas si longtemps, et pareil, il y avait des relents assez nauséabonds, Lisa, derrière ça. Oui, alors nauséabond, c'est le mot. En fait, il s'agit d'une fresque qui a été peinte cet été à Avignon, et voilà ce qu'elle représente. On peut vous voir Jacques Attali en train de tirer les ficelles d'un Emmanuel Macron qui serait en fait votre marionnette. Et le problème, c'est que plusieurs associations juives expliquent que cette fresque, elle est antisémite. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elle reprend les codes des caricatures antisémites. Je vais vous en montrer une qui vient des États-Unis. Et ici, ce qu'on voit, c'est Soros et la banque Rothschild qui sont en train de tirer les ficelles des officiels américains. Donc on voit que les codes sont exactement les mêmes. On peut faire le parallèle entre cette caricature et la fresque. Alors cette fresque d'Avignon, elle a rapidement été repeinte et il doit y avoir un procès de l'auteur qui est prévu en mars. Mais du coup, est-ce que c'est antisémite ? Parce que les gens qui ont fait cette fresque et puis les gens qui la défendent sur Internet, moi j'en ai vu beaucoup, disent mais non, on est juste en train de dire c'est des gens puissants, ils manipulent, etc. Il se trouve qu'ils sont juifs. Ah, c'est par hasard. On peut soit penser qu'ils sont incultes ou qu'ils sont diaboliques. Je pense plutôt qu'ils sont diaboliques. Parce que c'est ce que vous avez rappelé est vrai, et ça existe depuis le XVIIIe siècle. L'idée que les Juifs manipulent les puissants. Donc je n'arrive pas à croire une seconde qu'ils soient ignorants. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous avez été proche d'Emmanuel Macron. Quand on voit la manipulation, non, mais vous êtes quand même quelqu'un qui connaissait personnellement, intimement Macron. Beaucoup de gens connaissent le président de la République. Mais je ne le connais pas, moi, personnellement. Ouais, d'accord, mais il se trouve que j'ai été le conseiller de François Mitterrand, qu'ensuite j'avais comme collaborateur à l'Élysée François Hollande, qui a eu un destin particulier, et que j'ai eu ensuite comme collaborateur Emmanuel Macron, dont on connaît le destin. Donc le hasard, parce que ça n'est qu'un hasard, m'a mis en situation de connaître très bien au moins 3 présidents de la République. Mais il n'y en a qu'un seul dont j'ai été le conseiller, c'était François Mitterrand. On va revenir sur votre parcours et votre lien avec les hommes politiques, parce que forcément, ça joue un rôle dans ce torrent de désinformation dont vous êtes victime. Mais on va passer à un autre sujet sur lequel vous êtes très attaqué, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est l'euthanasie. Parce que ça revient tout le temps sur les réseaux, cette idée que vous avez dit que finalement, les personnes âgées ne servent à rien d'un point de vue économique, et qu'il serait tout à fait normal finalement de s'en débarrasser, parce que c'est un poids pour l'économie. Donc on va regarder le sujet de Lisa encore une fois, et on en parle après. Quand on parle de Jacques Attali, il y a une accusation qui revient en boucle. L'ancien conseiller politique prônerait l'euthanasie généralisée pour les plus de 60 ans. Pour Attali, à 60 ans, tu es sur la liste d'euthanasie. Euthanasie pour les plus de 60 ans, a dit Attali. Une attaque mensongère, diffusée depuis 40 ans. L'origine de cette intox, un livre publié en 1981, L'avenir de la vie, dans lequel Jacques Attali est interviewé. Sur Internet, des bouts de ses propos ont été tronqués, sortis de leur contexte et souvent modifiés. Voilà ce qu'a dit exactement Jacques Attali dans ce livre, cité par l'AFP. Je crois que dans la logique même du système industriel dans lequel nous nous trouvons, l'allongement de la durée de vie n'est plus un objectif souhaité par la logique du pouvoir. Dès qu'on dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte alors cher à la société. À aucun moment, Jacques Attali ne dit que cela est souhaitable. Il analyse simplement la logique marchande de notre société, qui ne voit d'intérêt dans l'homme que lorsqu'il rapporte de l'argent. Déjà à l'époque, de nombreuses personnes avaient déformé les propos de Jacques Attali. Un article du Monde de 1982 revenait sur la manipulation de ce livre. Jacques Attali avait alors intenté un procès en diffamation qu'il a gagné en 1984. Mais cela n'a pas suffi à faire disparaître cette fausse information, décidément très tenace.
Il y a même des gens sur Internet qui pensent que vous avez créé cette pandémie, donc ce virus, pour finalement tuer les personnes âgées et pour en fait faciliter la création de richesses, donc en se débarrassant des personnes âgées. Oui. En fait, qu'est-ce que vous vouliez dire à la base? Mais c'était une critique radicale du système capitaliste. C'était écrit noir sur blanc. Le système radical d'un système pour qui les gens, lorsqu'ils sont plus rentables, il faut les éliminer. Et je disais très clairement que c'était pas du tout mon souhait, mais que c'était ce que je constatais comme étant prévisible. C'est d'ailleurs ce qui se produit dans beaucoup de cas. À aucun moment j'ai pensé, évidemment que c'était souhaitable. Je dénonçais cela comme un crime que la société marchande ou capitaliste, les mots sont identiques, était en train de produire. Et je continue à penser qu'il y a, j'ai écrit ce livre, j'en ai écrit d'autres, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, qu'il y a un danger de transformer l'homme en un objet et de jeter cet objet quand il n'est plus utile. J'avais écrit un livre qui s'appelle L'Ordre cannibale, où je disais que l'homme allait être transformé en objet qu'on allait avaler. J'ai écrit un autre livre où j'ai expliqué que les hommes deviennent progressivement des prothèses et qu'à partir du moment où la prothèse est usée, on la jette. C'est une constante de mon travail, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que je souhaite. C'est au contraire quelque chose sur lequel je propose qu'on lutte, en luttant contre l'artificialisation des sols, l'artificialisation de la nature, l'artificialisation de la vie, et en redonnant du temps à la gratuité. J'avais écrit tout un livre sur l'importance du temps et du temps libre. Donc, si on veut bien lire mon travail, on s'aperçoit que tout ça, c'est une critique très radicale du système capitaliste. Et que le fait que j'ai été proche d'un pouvoir puissant, qui était celui de François Mitterrand, et que je reste proche d'autres, mais l'essentiel de ma vie, elle est dans l'écriture, elle n'est pas dans l'action politique. J'ai aucune action politique. On va revenir là-dessus, mais vous avez aussi, pour rester sur l'euthanasie, dit que l'allongement de la vie n'était pas un objectif finalement presque souhaitable, en fait. Ça a été beaucoup repris. C'est-à-dire, comment ça, l'allongement de la vie, lui, il s'en fiche? Non, j'ai dit que dans la logique capitaliste, ça n'était pas souhaitable. J'ai dit que de mon point de vue, là, c'est dans la logique capitaliste. Et c'est clairement dit, c'est dans la logique capitaliste. Par contre, ce qu'on pourrait me reprocher, c'est une phrase qui n'est pas là, mais que je crois importante, que j'avais dit dans un contexte très subtil, c'est que le suicide est une forme de liberté et que on doit respecter celui qui a décidé de passer à l'acte. Ça, oui. Mais je n'ai jamais dit que... J'ai toujours dit d'une façon extrêmement critique que les allongements de l'espérance de vie n'étaient pas un décès. Au contraire, je passe mon temps à expliquer que l'allongement de l'espérance de vie, en tout cas de vie en bonne santé, est un signe de progrès des civilisations. Alors, Jacques Attali, c'est vrai que quand on discute ensemble et qu'on voit à quel point vous êtes ciblé, on a envie de comprendre pourquoi. On a envie de comprendre pourquoi les gens vous considèrent comme quelqu'un d'aussi influent, de quelqu'un qui aurait tant de pouvoir sur les hommes politiques actuels, encore aujourd'hui, pas il y a 40 ans, encore aujourd'hui. Et une explication, c'est qu'effectivement, Lisa, si on regarde la vie de Jacques Attali, dans les faits, il a été très proche de beaucoup d'hommes politiques, et d'hommes politiques de droite comme de gauche. Oui, alors ça, c'est un secret pour personne, vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure. Vous avez été proche, voire très proche, de nombreux présidents de la République. Si on regarde, tout commence avec François Mitterrand, puisque vous avez été son directeur de campagne, et puis après son élection en 1980, vous devenez son conseiller spécial pendant 10 ans. C'est vous sur la photo, tout à droite, à côté de Mitterrand. Vous étiez plus jeune, mais François Mitterrand, ce n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi Nicolas Sarkozy, que vous connaissez. Vous lui avez remis en 2008 un rapport avec des propositions de réforme pour la croissance française. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte que vous lui avez remis, l'un des co-auteurs, c'était Emmanuel Macron à l'époque. Et puis, je voudrais terminer en parlant de François Hollande, avec qui vous êtes amis. Et lui aussi, vous avez remis un rapport sur des questions économiques. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est vous qui lui avez présenté Emmanuel Macron en 2010. Donc, on a Mitterrand, Sarkozy, Hollande, mais aussi Emmanuel Macron. Et au fond, c'est un peu ça qui explique les questions que se posent les internautes et le fait qu'ils vous voient comme quelqu'un qui, dans l'ombre, dirigeait la politique française, voire même, on l'a vu, la politique mondiale. Je ne suis pas écouté. Mis à part de François Mitterrand, avec qui j'ai eu une relation très symbiotique, on était vraiment intimes, on parlait très peu de politique parce qu'on avait un accord total, il me déléguait une certaine nombre de choses, toujours dans une fonction de conseil. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression pendant 10 ans d'être écouté. Ensuite, je n'ai pas été écouté. Nicolas Sarkozy est un ami pour qui je n'ai pas voté, et quand il m'a demandé de présider une commission de réforme, je n'ai accepté qu'à condition d'être libre de composer cette commission d'une façon bipartisane, et de choisir moi-même les rapporteurs qui rapporteraient. C'est comme ça que j'ai choisi Emmanuel Macron, que je ne connaissais pas, comme jeune rapporteur de cette commission bipartisane. Et les réformes ont été progressivement plus ou moins appliquées. Mais vos rapports n'ont pas été écoutés, les rapports que vous avez faits pour ces présidents ?
je passe mon temps à dire publiquement ou en privé des tas de choses qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas. Je ne peux pas. Un médecin qui vous donne une ordonnance, il vous dit vous devriez prendre 12 médicaments. Et si vous dites, écoutez, je regarde ça, ce médicament, oui, celui-là, non. Ben, celui-là, peut-être. Celui-là, on verra plus tard. Le médecin ne peut pas être responsable de... C'est la tragédie du conseiller, en fait, où oui, les gens piochent dedans ce qui les intéresse. Voilà, mais je n'ai vraiment été en situation de conseil officiel qu'avec François Mitterrand. Et ensuite, c'était à la cantonade, on m'a demandé mon avis. Dans la plupart des cas, je n'ai pas été écouté. Et je continue à m'exprimer publiquement. Mais disons que tout de même, vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais été élu, aussi. J'ai jamais souhaité être candidat. Bah, vous n'avez pas été candidat, pas élu. Et du coup, quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui a effectivement autant alors une influence quand même, parce que même si vous dites que vous n'êtes pas écouté, vous avez l'oreille de, si vous le souhaitez, d'Emmanuel Macron, etc., sans avoir été élu. Je pense que ça alimente ce genre de fantasme sur lequel vous n'êtes jamais passé par le scrutin, mais par contre, vous avez quand même l'oreille des présidents. De quel droit, quelque part? J'ai toujours eu comme modèle les universitaires américains. Depuis très jeune, j'avais ce modèle. Ou de Raymond Aron, qui était un grand maître pour moi, même si ses idées n'étaient pas les mêmes que les miennes. Je revendique le droit d'être un intellectuel. Je revendique le droit d'être d'accord avec quelqu'un qui n'est pas de mon avis. Je revendique le droit de changer d'avis si quelqu'un me convainc. C'est tout ce que ne peut pas faire un homme politique. Un homme politique n'a pas le droit de changer d'avis. Il a toujours l'obligation d'être contre ce que pense son adversaire politique. Je ne peux pas, humainement, personnellement, accepter ça. Et vous êtes redevable devant personne. C'est peut-être ça aussi. C'est qu'à aucun moment, les Français ne peuvent dire, bon, Jacques Attali, je souhaite qu'il disparaisse de l'administration, qu'il aille faire autre chose. Mais je fais tout à fait autre chose. Je n'ai aucune responsabilité. Je ne suis pas ni en charge d'une responsabilité politique, ni élu, ni ne peut être tenu pour responsable d'une politique qui n'est en rien l'application de mes conseils. En rien. D'accord, mais c'est un peu le modèle effectivement américain d'avoir des spin doctors, on appelle ça, des gens qui sont là pour donner... Mais ça a été très critiqué aux États-Unis parce que ça peut donner un pouvoir à des gens énorme. Un peu le pouvoir que vous racontez avec François Mitterrand. Avec François Mitterrand, vous aviez un pouvoir énorme. Alors vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 35 ans. 35 ans et vous 38 étiez 38 ans. Vraiment à l'époque un faiseur de roi. Non. Vous savez, j'étais d'abord à l'université. Enfin, j'ai fait des études relativement correctes. Ensuite, vous avez fait Polytechnique et l'ENA, c'est ça? C'est pas mal. Entre autres, j'ai publié mes premiers livres à 30 ans. J'ai été professeur à l'école polytechnique à 24 ans. C'était d'abord une carrière universitaire qui me tenait à cœur et que j'ai continué tout au long de ma vie. Il se trouve que dans certaines situations, on m'a demandé mon avis, pas seulement en France. Imaginez-vous que ma première mission de conseil, c'était les Nations Unies qui sont venues me chercher. J'avais 32, 33 ans, je crois, quelque chose comme ça, pour aller diriger une mission de réforme de l'éducation, de l'enseignement supérieur en Iran et en Afghanistan. J'ai réformé, j'ai conseillé auprès des gouvernements iraniens et afghans dans les années 74-75, moi, jeune gamin. Et ensuite, j'étais en situation de pouvoir conseiller d'autres pays, de proposer des réformes dans d'autres circonstances, dans le monde entier. C'est le rôle des intellectuels. Après, c'est les politiques qui décident ou qui font pas, mais le rôle des intellectuels, c'est de proposer des solutions en fonction de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils savent, de leurs expériences, de leurs échanges, de leur imagination, de leur créativité. C'est vrai que la vraie responsabilité, c'est le politique. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui franchissent le pas et sont politiques. Moi, on m'a proposé des circonscriptions électorales absolument... Vous avez toujours refusé? Toujours refusé. Parce que je ne voulais pas... D'abord, je ne voulais pas m'enfermer dans le terrain purement local, même si, encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ceux qui le font. Mais je voulais pouvoir écrire des romans, des essais, diriger des orchestres, vivre une vie libre. Et ma parole, la parole d'un homme politique, c'est celle de son parti ou des idées de son parti. Ma parole, c'est la mienne. Et si, par mon intellect plus ou moins valable ou pas, je peux dire quelque chose d'utile, c'est ma liberté que de le faire. Et votre liberté vous a relativement coûté quand on voit effectivement la façon dont vous êtes positionné, la façon dont on vous attaque sur les... Je ne me plains pas. J'ai énormément de lecteurs, j'ai des gens... Mes idées ont je ne vais pas faire un panégyrique de moi-même, mais beaucoup de mes idées ont été ensuite disséminées dans beaucoup
de pays ou d'actions. Vous avez eu le rôle que vous souhaitiez avoir au cours de votre vie. Je ne parle, soyez gentil de ne pas parler au passé, parce que mais j'essaie de continuer à être utile. Voilà. C'est un gros privilège que de pouvoir être utile, et j'essaie d'être utile. Et libre. Alors, je voulais juste finir en vous montrant une archive que moi j'ai trouvée savoureuse, sans mauvais jeu de mots. Elle date de 1979, ça va nous ramener longtemps en arrière, et c'était sur Antenne 2. Je vous la montre, je pense qu'elle va vous amuser. Jusqu'au XVe siècle, on a des récits très précis, on sacrifiait aux dieux et on donnait à manger au peuple dans certains pays, comme par exemple en Amérique du Sud et en Amérique latine, jusqu'à 100 000 personnes en une semaine, qui étaient tuées sur les marches des temples et données à manger pour guérir, pour prévenir des maladies et des différents fléaux qui pouvaient investir, jusqu'au XVe siècle. Oui, c'est ça. Quand on visite effectivement au Mexique les pyramides de Teotihuacan, on voit très bien l'endroit où l'on sacrifiait la victime, et puis les pierres qui sont sur la pyramide, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, et on jetait les cadavres pour que ça fracasse, et ils arrivaient en bas, pas prêts à être consommés, mais quand même très abîmés pour être plus faciles à découper. Donc finalement, le cannibalisme disparaît, il est enfoui dans les consciences de chacun, mais il persiste. Moi, je veux donner un exemple à l'appui de votre thèse. C'est le livre fameux qui s'est appelé Les Survivants, qui a été l'objet d'un film, et qui racontait cette histoire de l'avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes, où les survivants ont mangé les cadavres des morts pour survivre, et ça a eu un tel retentissement que ça veut dire une chose très précise, c'est que le cannibalisme est encore au fond de chacun d'entre nous, même si vous, Jacques Attali, si Catherine Dolto, qui interviendra tout à l'heure, si moi-même, nous mangeons rarement, très rarement, de la chair humaine. Nous mangeons rarement de la chair humaine. Alors, si je voulais vous montrer cette archive de 79, c'est parce qu'elle tourne encore aujourd'hui. On la trouve sur Internet. Faites une recherche, vous la trouverez sur les réseaux sociaux, republiée tous les jours. Et je vais vous montrer la façon dont elle est commentée, parce qu'honnêtement, c'est assez lunaire. Un exemple, Attali et le cannibalisme. Le journaliste qui dit « Nous mangeons rarement de la chair humaine », ça veut dire qu'il en mange de temps en temps? Non. Mais Jacques Attali, donc là on vous soupçonne quand même de cannibalisme. Alors, ça va très loin. C'est complètement fou. L'intervieweur n'est pas journaliste, même si c'est un métier plus que respectable. C'est le professeur Escande, qui est un très grand professeur de médecine. C'était à l'occasion de la sortie de mon livre qui s'appelle L'ordre cannibale. Donc je ne me cachais pas. Et la thèse de ce livre, auquel je crois encore beaucoup, c'est que nous étions une société cannibale. Au départ, tous les hommes ont été cannibales, c'est-à-dire ont mangé de la chair humaine, symboliquement ou réellement, pour assimiler la force de ses adversaires. Et aujourd'hui, nous sommes encore cannibales, non plus en réalité, mais nous mangeons des objets et des choses pour assimiler la force de l'extérieur. Et cette société... Des objets comme quoi, pardon ? Tout ce que nous consommons, au sens de la consommation, quelle que soit la forme de la consommation, que ce soit une consommation alimentaire ou une autre forme de la consommation, c'est une façon de nous nourrir du reste du monde. En 2 mots pour finir cette émission, si des gens sur Internet ont déduit de cette pensée tout à fait logique que vous étiez cannibale, qu'est-ce que ça raconte de notre société actuelle? Comment on peut en arriver là? Ça raconte beaucoup de choses sur l'éducation, sur le fait que notre système éducatif est catastrophique, et c'est le sujet de votre émission, c'est que on ne sait pas arrêter net des rumeurs, des fantasmes. Il y a des tas d'applications numériques formidables, il n'y a aucune application qui permettrait en 5 secondes de dire est-ce que quand on accuse Jacques Attali d'euthanasie, c'est vrai ou faux? Ça ne peut pas se faire en 5 secondes. Il faut avoir... beaucoup l'ont fait et ont confirmé ce que votre excellent reportage a dit, c'est-à-dire que c'est pas vrai. Mais il n'y a pas de moyen simple de lutter contre la fausse nouvelle. Et d'autant plus que la fausse nouvelle, comme on le disait tout à l'heure, a une vertu consolatrice. S'il y a un maître du monde, si on peut le désigner et le montrer, mes malheurs sont explicables. Et je peux reporter la cause de mes malheurs sur quelqu'un que je peux nommer. Et ça permet à la fois de se consoler, ça permet de ne pas se rebeller, alors qu'il faudrait se rebeller non pas contre les responsables imaginaires, mais contre les responsables réels, contre les causes réelles, parce qu'il vaut mieux chercher des causes que des responsables. Et donc, ça simplifie les sociétés. Donc, le problème, c'est l'éducation. Et c'est bien le problème qu'on a, c'est tellement de gens qui donnent des réponses simples à des questions qui sont compliquées et qui refusent de voir le monde dans sa complexité. C'est un peu le problème auquel on est confronté, nous, Jacques Attali, tous les jours dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite bon courage pour vivre avec toutes ces fake news, même si je pense que vous avez le cuir épais et que ça vous empêche pas non plus de dormir la nuit. Ni d'écrire, heureusement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc le samedi et le dimanche à 11h15, avec toute l'équipe de Vrai ou Fake, avec d'autres intox et d'autres enquêtes.